Ça y est, Jean-Pierre, tout d'abord pour commencer, meilleurs vœux, puisque c'est la saison des vœux. Donc c'est un grand plaisir d'avoir cet échange pour avoir un angle complémentaire sur apprendre ensemble pour des dirigeants, qu'est-ce que c'est? Et la première question que je souhaiterais vous poser, dans le cadre de vos activités chez Air France ou à la SNCF, ou actuellement en tant que consultant, puisque vous êtes consultant après ce parcours en ressources humaines, qu'est-ce que c'est que apprendre ensemble pour vous? Oui, alors juste une petite précision, Denis, avant SNCF, je n'étais pas chez Air France, mais chez Orange. Orange, oh là là, malheur. Voilà, mais pour être précis. Écoutez, apprendre ensemble, pour moi, l'association de ces deux mots signifie apprendre dans l'action, apprendre par l'action. Et ensemble, pour moi, veut dire apprendre dans une diversité de participants, une diversité de personnes, de représentations mentales, de modes de pensée. Alors diversité que j'ai l'habitude de traduire sur deux axes, un axe vertical, faire apprendre ensemble dans l'action différents niveaux de responsabilité dans une organisation, dans une entreprise, et également sur un axe horizontal, amener à apprendre ensemble dans l'action différentes fonctions, métiers qui concourent à une même chaîne de service. Alors, moi j'aimerais savoir, parce que bon, il y a une expérience assez forte dans la formation de cadres, de managers, de dirigeants. Qu'est-ce que ça peut signifier apprendre ensemble pour des dirigeants? C'est une vaste question et on pourrait passer bien sûr beaucoup de temps à répondre. Apprendre ensemble, ça a souvent mis quelques dirigeants qui font ça finalement de manière assez intuitive. Apprendre ensemble, tel qu'on vient de se le définir en quelques mots, ça remet en cause beaucoup de représentation mentale chez les dirigeants et ça peut être dans un premier temps, encore récemment, un de mes clients chez Compagne dit assez inconfortable avant de découvrir que finalement, dans des environnements où la complexité, dans des grandes organisations où la complexité est très présente et où le mode prescriptif ne semble pas pouvoir répondre à toute cette complexité, eh bien, un dirigeant qui découvre qu'il a toujours la responsabilité d'avoir la vision, de fixer le cap, d'exprimer le plus clairement, le plus précisément possible à l'ensemble de ses équipes, mais par contre, de faire en sorte que le choix des sujets à travailler, et encore plus que le choix des sujets, la définition de ce qu'il faut faire et la mise en œuvre de ce qu'il faut faire, l'expérimentation, laisse place à de grandes marges de manœuvre. Ça, c'est effectivement le chemin qu'un dirigeant peut faire dans cette apprendre ensemble. J'ai eu l'occasion je suis d'ailleurs rentré très modestement au sein des SNCF en 2006, fin 2006, sur l'invitation d'un membre du COMEX d'essayer de promouvoir dans cette entreprise cette idée d'organisation apprenante. Voilà, quand je suis parti 7 ans après, il y a une trentaine de réseaux apprenants qui vivaient avec des dirigeants, des équipes de direction qui voilà, cherchaient à mettre en œuvre ce que je viens d'essayer de résumer très, très brièvement. Ça nécessite un petit accompagnement quand même bien spécifique, non seulement pour l'ensemble de la démarche, mais pour l'équipe de dirigeants elle-même, dans ce qu'ils vont vivre, dans cette question du lâcher-prise, cette capacité à être moins dans le contrôle, mais à garder quand même le contrôle. Ça les fait passer par des choses un peu inhabituelles, un peu inconfortables, et ça nécessite quand même un petit accompagnement bien spécifique. Ça serait possible d'avoir un exemple un peu plus précis, savoir comment ça s'est passé, quel a été cet accompagnement, comment ces 30 groupes se sont mis en place en réseau au sein de cette organisation apprenante? Oui, je peux parler des 30 groupes. Voilà, je peux déjà parler d'un des 30 et après dire ce que j'ai essayé de faire sur l'ensemble des 30. L'un des 30, je vais prendre l'exemple de la transformation de la fonction achat. 6 mois après, au sein des SNCF, 6 mois après mon arrivée au sein des SNCF, donc presque en même temps, arrive un nouveau patron des achats, Pierre Pelouzet, qui revient des États-Unis. Il était chez Exxon dans le monde du pétrole, donc pas du tout le même environnement. Il prend comme feuille de route de la part du président des SNCF voilà, une ambition très haute de transformer la fonction achat, de faire en sorte d'abord qu'elle amène des gains financiers et économiques très substantiels pour l'entreprise, mais également qu'elle change sa posture, qu'elle soit une fonction qui aide les activités dans la définition de leurs enjeux et pas seulement une fonction qui comprend un besoin et qui s'occupe seulement de challenger quelques fournisseurs.
Et donc, face à ce changement profond, cette transformation de la fonction achat, le premier réflexe de ce dirigeant et de son équipe de direction était de dire, ils ont défini assez rapidement la vision, le cap, et voilà, dans leurs habitudes, ils avaient envie de s'y prendre d'une manière assez prescrite en disant on va redéfinir les processus, on va faire appel aux meilleurs consultants sur la place de Paris dans le domaine des achats et on va mettre en place toute une batterie de communication, de formation pour que l'ensemble des... Ils sont nombreux, hein, SNCF, c'est je crois la 5e entreprise en France en termes de volume d'achat, on parle de milliards d'euros, donc ne vous étonnez pas si je vous dis que la fonction achat c'est à peu près 1 millier de personnes, hein, sur les 250 000 personnes employées du groupe SNCF. Et donc, voilà, l'idée d'aller de manière très prescrite, et je me suis permis de les challenger un peu en tant que leur directeur des ressources humaines en leur disant, vu ce que je perçois de vos équipes, ça risque d'être un peu compliqué. Et votre ambition risque d'être pas tout à fait à l'arrivée dans 9 mois, dans 12 mois. Et je leur ai proposé une démarche beaucoup plus en adéquation avec ce que j'ai défini précédemment, eux en charge de la vision du cap et leurs équipes en charge de mettre en place les sujets. Ce dirigeant, Pierre Pelouzet, qui est maintenant quitté aussi SNCF, qui est le médiateur des entreprises auprès du ministre de l'économie et des finances, me disait encore récemment, on s'est croisé au mois de décembre, qu'il a trouvé finalement que c'était l'expérience la plus étonnante, la plus enrichissante qu'il a eu à vivre dans les 6 ou 7 ans, lui aussi au sein desquels il a passé au sein des SNCF. Alors, j'avais rencontré un dirigeant qui avait cette sensibilité, qui a compris assez rapidement l'intérêt. Son comité de direction, c'était pas du tout la même chose, hein. Il y avait des personnes qui n'ont pas du tout bien compris dans ce middle management quel allait être leur rôle, qui se sentaient très insécurisés de ces marges de manœuvre, cette descente du centre de gravité qu'on était en train d'essayer de produire. Et donc, j'ai mis en place sur l'ensemble des SNCF, pas d'une manière obligatoire, mais pour l'ensemble des dirigeants qui se disaient que la stratégie du chemin faisant pouvait être fructueuse face à la complexité à laquelle ils étaient confrontés et puis aux besoins d'engagement, de désir d'engagement le plus profond de leurs équipes. Alors on a mis en place avec 3 membres du COMEX, j'en ai été l'instigateur, mais j'ai été chercher un peu la caution et le soutien d'encouragement de 3 membres du COMEX, ce qu'on a appelé une université virtuelle, le réseau des réseaux, ça s'est baptisé au bout de quelques mois, le réseau des dirigeants qui pensaient que le management par les réseaux apprenants ou de faire des réseaux apprenants l'un de leurs leviers de management, hein, c'est pas le mode universel de management. Et donc, voilà, j'ai mis en place cette petite université virtuelle. On se réunissait un soir par mois. On a démarré à 12 dirigeants. Au bout de 5 ans, on était 70. Et on travaillait, on cherchait sur ces questions-là, qui met en œuvre ce type de démarche, pourquoi ça marche pas, avec quelques apports externes dont vous auriez pu très bien être. D'ailleurs, Denis, voilà, des gens qui eux aussi, dans d'autres environnements, cherchent autour de ces questions-là et partagent en toute humilité leur succès et leurs doutes, leur questionnement. D'accord. Peut-être auriez-vous quelques conseils, 2-3 conseils à nous donner pour réussir à impulser ce type de démarche dans une organisation, petite ou grande, ou une administration? Quels seraient les 3 conseils que vous nous donneriez pour favoriser ce type d'approche? Oui, bien sûr, vous avez raison. Il y en a 3, effectivement. Le premier qui me vient à l'esprit. Le premier, c'est en quelque sorte une obligation, d'être confronté à une obligation de résultat, une obligation de rupture, on ne peut plus s'y prendre autrement. Et voilà, il s'agit pas, on ne pourra pas arriver à atteindre le nouvel objectif, à mettre en œuvre la vision ou assurer la pérennité, parfois la survie même de l'organisation, si profondément on ne s'y prend pas autrement dans notre manière de travailler ensemble. Donc, être confronté à une obligation. On ne fait pas ça seulement parce que on pense que c'est dans l'air du temps, etc. Il faut qu'il y ait une injonction très forte pour que les équipes comprennent bien ce pourquoi changer. Mon deuxième conseil, c'est quand même d'aller plutôt essayer de promouvoir ce type de démarche avec un dirigeant, une dirigeante qui est plutôt l'adepte ce que j'appelle un leadership de mise en mouvement, ou en tout cas qui n'est pas réfractaire à cette idée et qui va comprendre assez rapidement, accepter l'idée de fixer le cap, l'exigence, l'objectif, les délais, mais de donner beaucoup d'autorisation à ses équipes sur l'élaboration du chemin. Mon troisième conseil, et celui-là c'est un facteur clé de succès, c'est la diversité.
c'est de mettre dans ces démarches, j'ai essayé je l'ai évoqué en quelque sorte dans notre premier point à prendre ensemble, quand j'ai dit, voilà, il faut vraiment apprendre dans une grande diversité de modes de pensée, et bien amener dans ces démarches des gens qui pensent en fonction de différents niveaux de responsabilité, en fonction de parcours mono-entreprise ou multi-entreprise, de formations initiales très différentes, mais de gens de terrain, de gens plutôt d'organisation, de direction centrale, etc. Donc la diversité, c'est un facteur de succès, c'est un accélérateur dans la capacité de penser autrement, de penser plus large, de voir les uns les enjeux des autres, les centraux, les enjeux locaux, et les locaux, les enjeux de ceux qui ont des responsabilités plutôt au niveau central. Donc ça, c'est vraiment un conseil très important. Sinon, si on met des gens qui se ressemblent trop, ça va mettre un temps fou, hein, à produire le changement qu'on cherche à produire. Merci beaucoup pour ce témoignage vraiment très très intéressant à une échelle assez énorme, hein, parce que de mémoire, SNCF, c'est 200 000 collaborateurs, hein, peut-être même Oui, plus. oui, je l'évoquais rapidement, c'est 250 000 salariés au niveau du groupe et 150 000 sur la maison mère, l'établissement public à caractère industriel et commercial. Voilà, mais j'avais eu l'occasion déjà de mettre en œuvre ces démarches au sein d'Orange. Et puis, ça marche aussi sur des structures un peu plus petites, puisque j'accompagne aujourd'hui des organisations telles qu'Humanis, qui est un groupe de protection sociale de 6 000, un peu plus de 6 000 salariés, et puis d'autres groupes, enfin, peu importe la liste, mais voilà, à partir du moment où on répond aux enjeux, enfin, une organisation ou des dirigeants pensent être confrontés aux enjeux que j'ai essayé de résumer, oui, ça vaut le coup de gratter autour de ces choses-là. Ben, merci beaucoup et puis ben, bonne fin de journée. Avec plaisir, Denis. Bonne fin de journée à vous aussi. Au revoir.